au château de la Bourdaissière. Château de la Bourdaissière qui est un petit château de la Loire, mais qui a une grande histoire. Le lieu avait été abandonné. Il y avait encore un mystère. J'ai découvert, flanqué au haut de cette colline, ce château qui était chargé d'un magnétisme qui était un peu envoûtant. C'est un château qui a été érigé au XIVe par le maréchal de Boucicaut, premier maréchal de France. Puis, plus tardivement, c'est devenu une demeure Renaissance, où se donnaient fêtes et en même temps bal. Et de cette demeure Renaissance subsistent les communs 16e qui sont superbes, d'ordre toscan, et puis l'arrière du château, sachant que la partie médiévale ne subsiste que les douves et les tours, et ainsi qu'un petit escalier à vis dans les communs. Cette maison est reconstruite en une demeure néo-Renaissance. Et au 19e, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans un siècle où c'est l'utile et l'agréable. Et puis en même temps, on crée des jardins, un potager 19e, où effectivement il fera bon cultiver et en même temps récolter, en même temps décorer et partager. Et puis il y a le verger, qui était le verger où avaient poussé les mûriers de Diane de Poitiers. Eh bien, le verger retrouve une fonction, non pas de verger, mais de grand jardin potager. Et puis le parc est un parc 19e, où on a planté des essences des romantiques par excellence, c'est-à-dire les séquoias, les cèdres, ces arbres des grands voyages, et en même temps ces arbres qui illustrent finalement le fait que la Bourdaissière était une demeure importante, même si on avait dit que ce n'est pas les grands châteaux de la Loire, une demeure importante où il se passait beaucoup de choses, et en même temps où l'histoire a montré que petit à petit, on pouvait perdre la beauté d'un lieu parce que la Bourdaissière, au tournant des années 50, était devenue une maison de retraite. Donc, abandonnée évidemment, mais en même temps, pas totalement, parce qu'on a retrouvé en 90, lorsque nous l'avons racheté avec mon frère, un lieu préservé du temps, avec encore une fois son architecture, ses jardins allant du 14e au 19e, et surtout, une beauté dans un écrin de 90 hectares clos de mur avec son étang tout au sud et surtout là, la tranquillité de cette Loire et de ces jardins de la Loire en même temps qui fait rêver tant de monde qui viennent visiter ce que la France a de plus pur. Je me suis employé à comprendre que cette histoire était riche ici et que l'avenir de la Bourdaissière était probablement plus celui que d'être un jardin ornemental, comme on en connaît d'autres. Ça devait être un jardin laboratoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça l'est à quelques égards, et que ce chemin allant, on a découvert beaucoup plus que la Bourdaissière était effectivement un lieu de découverte, un lieu de repos, un lieu de magie, mais en même temps un lieu profond qui appelle pas uniquement à la méditation, mais surtout l'engagement convaincu et qui est presque un jardin militant. C'est en début 92 que j'ai décidé de m'intéresser à cette notion effectivement d'utile et d'agréable pour un potager, c'est-à-dire ce qui va nourrir et en même temps ce qui va orner la table de bouquets, de récoltes. Et j'ai commencé à chercher des variétés anciennes un peu partout en France et un peu partout dans le monde pour retrouver ce goût de la curiosité, celle qu'on a, nous, entre guillemets, non pas botanistes, parce que je ne suis pas un botaniste, mais nous, curieux de la nature. Et la curiosité a été finalement récompensée parce que c'est comme ça qu'ont débuté cette collection d'une trentaine de variétés de tomates qui est devenue aujourd'hui le Conservatoire national de la tomate. Alors Nicolas Toutain, qui est le chef jardinier, qui est, j'allais dire, Monsieur Tomate, Nicolas Toutain fait partie, je dirais, de cette génération de gens qui cumulent la curiosité et en même temps l'enthousiasme et en même temps la rigueur. Mais il est formidable parce qu'il a compris que la Bourdaissière avait un enjeu qui était très largement supérieur au seul enjeu d'avoir un beau potager. Ce potager est un potager qui date du 19e siècle, qui a une surface de 1 hectare. Et nous cultivons ici une collection de tomates de 650 variétés, mais aussi beaucoup de légumes, de fleurs et de plantes aromatiques. Alors tous ces légumes et ces fruits sont consommés ici au restaurant du Château de la Bourdaissière. Et également, nous les consommons au salon de thé et au bar à tomates.
Ces 650 variétés sont semées tout d'abord dans les serres du château et plantées ensuite dans le potager à partir de mi-mai. Elles proviennent du monde entier, hein, c'est vraiment une collection qui est originaire de tous les continents. Elles ne demandent pas de soins très particuliers, en fin de compte elles se cultivent toutes d'une manière classique. C'est juste qu'après elles vont avoir des vigueurs et des croissances qui sont très variables. Il y a des variétés naines qui font 30 cm de haut et il y a des variétés très vigoureuses qui peuvent monter jusqu'à 3 mètres de haut. Alors le but de ce jardin n'est pas de faire une taille classique de la tomate, on va les laisser s'exprimer de manière naturelle, donc on va pratiquer une taille quand même sur ces variétés, mais elle va dépendre de la vigueur de la variété. Le potager est cultivé de façon biologique, donc pas d'engrais chimiques, que des engrais à base de fumier. 2 fumiers différents, fumier de vache et fumier de volaille, dans des engrais qui sont en mélange avec d'autres choses comme du sang séché, de la corne broyée. Et puis j'utilise bien sûr pour les tomates, hein, j'ai besoin de les soigner quand même de temps en temps, quand le temps est humide, j'utilise la bouillie bordelaise, le purin d'ortie et le bicarbonate. Les étiquettes patrimoine légumier correspondent à des variétés qui sont originaires de la région centre. Donc là par exemple juste à côté de nous il y a 2 variétés de haricots, Comtesse de Chambord et le barangeonnier. On a aussi le melon sucrin de Tours, la sucrine du Berry en courge et d'autres variétés comme ça. Donc là c'est des variétés qui nous ont été fournies par l'URGC, l'Union des ressources génétiques en région centre. Et puis donc on les cultive ici, ils nous ont fourni des petits panneaux, ce qui permet aux visiteurs de vraiment bien identifier ces variétés-là parmi toutes les variétés du jardin comme étant originaires de la région centre. Donc c'est un intérêt supplémentaire pour les visiteurs. En fait, on a 2 grands événements à la Bourdaissière, c'est le Festival de la tomate le 2e week-end de septembre, mais notre plus gros événement, c'est la fête des plantes au printemps. Tous les ans à Pâques, on a une grande fête des plantes avec une centaine d'exposants. Et à cette occasion, bien sûr, il n'y a pas de tomates plantées dans le jardin puisque c'est le week-end de Pâques. Mais à Pâques, je vends des plants de tomates. Donc je fais une petite sélection d'une 50aine de variétés des meilleures, les plus gustatives parmi la collection des 650 de la Bourdaissière. Et ces 50 variétés que j'ai sélectionnées, j'en produis des plants que là je produis dans cette serre et je m'installe devant la serre pendant la fête des plantes et je vends environ 12 000 plants pendant la fête. Donc il y a des gens qui viennent de la région centre, mais il y en a qui viennent de beaucoup plus loin pour venir les chercher. J'ai des gens de la région Nord-Pas-de-Calais qui viennent tous les ans pour chercher leurs centaines de plants par exemple. Les récoltes se font bien évidemment plusieurs fois et j'ai pas de balance à la sortie du jardin, heureusement pour moi parce que ce serait très compliqué à gérer, mais on estime que c'est entre 3 et 4 tonnes de tomates. Nous sommes dans le jardin de dahlia, le Dahlia Color, bien nommé, qui a été dessiné par Louis Bénèche, qui est notre célèbre paysagiste national et botaniste. C'est une idée de collection qui a été initiée par Jean Laporte. Elle est, par son port, sa taille, sa hauteur, ses formes, ses couleurs, extraordinairement diversifiées. Le dahlia pompon, le dahlia nain, le dahlia géant, le dahlia botanique. Et en même temps, c'est la cousine de la tomate. Les dahlias fleurissent jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre, comme les tomates peuvent être dans notre potager jusqu'à ce moment-là. Donc ça concorde parfaitement en termes d'émerveillement de couleurs. Donc tout ça est absolument harmonieux et presque cohérent. Donc comme la Bourdaissière est un jardin laboratoire, dit jardin laboratoire, dit effectivement expérimentation et en même temps découverte non seulement active mais en même temps structurée. Il y a maintenant cette micro-ferme en agroécologie inspirée par la permaculture. Alors ça, c'est l'état des lieux si je puis dire, mais en même temps il y a les événements qui s'y passent et puis il y a l'esprit qui s'en dégage. Les événements qui s'y passent, c'est le festival de la tomate comme je l'ai dit et puis en avril la fête des plantes et des poules et qui rassemble évidemment tous les grands acteurs autour du jardin. On a une cave de 25 000 m² et à partir de l'année prochaine, il y aura, donc en 2016, des dégustations dans le noir de fruits et légumes du potager
à travers une organisation de ce fameux restaurant qui s'appelle le restaurant dans le noir, qui sont des non-voyants, et qui vous font découvrir, encore une fois, soit avec des vins, donc l'énologie, soit avec des produits du potager et du terroir, les notions de goût. La Bourdesière, chez moi, ça a ressuscité incontestablement ce qui était et ce qui a été finalement une grande partie de mes 20 premières années, c'est-à-dire dans une propriété en Normandie, qui est Broglie, où le potager était assez important, il y en avait 2, et le potager servait évidemment à nous nourrir, mais nourrissait par essence même les gens qui travaillaient à la maison, et beaucoup plus, c'est-à-dire tous ceux qui n'en avaient pas la chance d'en avoir et qu'on livrait avec le bois et le cidre. Et donc, c'était un lieu vivant. Le jardin, évidemment, c'est la vie, puisqu'on cultive le vivant, avec cette magie extraordinaire du vivant, mais il est là pour être partagé, parce que d'abord, il est nourricier, donc fondamentalement, le jardin nourricier est là pour nourrir le plus grand nombre, et d'autre part, parce que dans ce jardin nourricier, il y a cet émerveillement et cette notion de reproductibilité. Un jardin, encore une fois, c'est un génie génétique qu'on peut recultiver ad vitam aeternam. Et ici, tout de suite, ça m'a inspiré ce retour à ce jardin génétique, c'est-à-dire ce jardin que l'on transmet et que l'on partage. Et effectivement, en cherchant des variétés anciennes, j'ai découvert en même temps que c'était un engagement d'une société qui avait perdu le sens du vivant, qui avait perdu le sens du sacré, de la terre, et qui avait perdu le sens finalement de l'histoire, de notre histoire à tous, qui est celui des jardins de l'humanité. Une société équilibrée, c'est celle qui comprend que de toute façon, le progrès est essentiel, certes, mais de la même façon, le progrès ne va pas à l'encontre de la préservation de nos écosystèmes nourriciers, car sans une nourriture équilibrée, le monde se déchire et le progrès ne sert à rien.